17 juin 1944, 9h43 du matin, Normandie. France, des parasites crépitent sur les réseaux radio de la Wehrmacht, à travers le front normand. Puis une voix, jeune, allemande, absolument terrifiée. Jagdbomber, überall. P-47, Thunderbolts everywhere. Nous ne pouvons pas tenir position. Ils détruisent tout. Envoyez de l'aide immédiatement. Silence. Puis, le son inéquivocable de 8 mitrailleuses de calibre 50, 3400 coups par minute. La transmission se coupe, laissant place aux parasites. Cet équipage de chars Tigre ne parla plus jamais. Mais leur dernier message radio révéla quelque chose que le haut commandement allemand essayait de cacher depuis des mois. Quelque chose qui terrifiait les commandants de chars de la Wehrmacht, plus que les T-34 soviétiques, plus que l'artillerie alliée, plus que n'importe quoi d'autre sur le champ de bataille. Le P-47 Thunderbolt américain. Et durant l'été 1944, les divisions blindées allemandes s'effondraient, non pas à cause de tactiques supérieures des chars alliés, mais à cause de la terreur psychologique absolue qu'inspirait un seul avion américain entre juin et août 1944. Les services de renseignement alliés interceptèrent plus de 2300 transmissions radio allemandes contenant des appels à l'aide désespérés à chaque apparition de P-47 Thunderbolts, 2300 messages en seulement 90 jours. Les équipages de chars allemands abandonnaient leurs véhicules avant même le début des attaques. Les commandants désobéissaient aux ordres directs de tenir leur position. La discipline radio, le fondement de la doctrine tactique de la Wehrmacht, s'effondrait dans la panique. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était de la terreur calculée. Et le P-47 Thunderbolt était l'arme qui brisa la volonté de combattre du corps blindé allemand. Laissez-moi vous emmener à l'intérieur de ce char Tigre, le 17 juin 1944, 9h41 du matin, 2 minutes avant la transmission finale. Le caporal-chef Klaus Richter était assis au poste de conducteur du Tigre 231. Il avait 22 ans, vétéran de Koursk. Il avait survécu au front de l'Est. Il avait vu des barrages d'artillerie soviétiques qui transformaient des bataillons entiers de chars en cimetières brûlants. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce qui allait arriver. Son commandant, le capitaine Werner Schulz, scrutait le ciel à travers le périscope du char. Matinée claire, bonne visibilité, c'était ça le problème. À 9h42, Schulz l'entendit. Ce son, le son que chaque équipage de chars allemands en France avait appris à craindre plus que la mort elle-même, le rugissement profond et tonitruant d'un moteur Pratt & Whitney R2800 double Wasp, 2000 chevaux, inégable. Schulz saisit la radio. Sa voix tremblait déjà. Achtung, Achtung, P-47 en approche du nord-ouest. 3 appareils. Non, 6 appareils. L'opérateur radio à l'arrière du Tigre tâtonnait avec le cadran de fréquence, essayant d'atteindre le quartier général du bataillon. Ses mains tremblaient. Voici ce à quoi ils étaient confrontés. Le République P-47 Thunderbolt était l'avion de chasse monomoteur le plus lourd de l'histoire à cette époque. 7938 kg à pleine charge. 8 mitrailleuses M2 Browning de calibre, .50, 4 dans chaque aile, 3400 coups par minute, cadence de tir combinée. Mais ce n'était pas ça qui en faisait le tueur de chars ultime. Chaque P-47 pouvait emporter 10 roquettes HVAR de 5 pouces, des roquettes air-sol. Chaque HVAR contenait 11 kg d'explosifs dans une ogive à charge creuse, spécialement conçue pour percer le blindage. Une seule HVAR pouvait percer 7,6 cm de blindage en acier massif. Le blindage supérieur d'un char Tigre, 2,5 cm d'épaisseur. À 9h43, ces 6 P-47 Thunderbolt du 306th Fighter Group entamèrent leur piquée d'attaque. Les pilotes appelaient ça la chasse au jabot, la chasse au Jagdbomber. Les Allemands appelaient ça Jabot-Schreck, la terreur des chasseurs bombardiers.
l'opérateur radio du Tigre 231 réussit à joindre le quartier général du bataillon. C'est alors que Richter entendit son commandant hurler dans le microphone. Jacques Bomber, Uberal, P-47, Thunderbolts everywhere, nous ne pouvons pas tenir position. Ils détruisent tout, envoyez de l'aide immédiatement. » La réponse du quartier général fut de 2 mots, Ken il-feu. Aucun secours, parce qu'à ce moment précis, 47 autres chars allemands, sur un front de 19 km, passaient des appels radio identiques, tous hurlant à l'aide, tous confrontés à des P-47 Thunderbolts. Le 305th Fighter Group n'attaquait pas un seul char. Il détruisait systématiquement un bataillon blindé entier. Ce qui arriva ensuite dura 90 secondes. Voici ce que les pilotes du 305th Fighter Group virent à travers leurs viseurs. 6 chars Tigre, disposés en position défensive le long d'une haie. Déploiement tactique standard de la Wehrmacht, blindage frontal incliné pour dévier les tirs, position de hull down, utilisant le terrain comme couverture, protection parfaite contre les armes anti-chars terrestres. Complètement inutile contre une attaque aérienne, le capitaine Robert Bob Johnson mena l'attaque. Il avait 24 ans, 27 victoires confirmées. Il décrivit plus tard ce qui s'était passé, dans un rapport de compte rendu déclassifié, qui resta scellé jusqu'en 1987. Nous sommes arrivés de 2400 mètres, piqués à 60 degrés. Les Tigres ne pouvaient pas lever leurs canons suffisamment haut pour nous engager. Leur blindage supérieur était complètement exposé. C'était comme tirer sur des pigeons. Le P-47 de Johnson descendait en hurlant à 640 km/h. À 900 mètres, il ouvrit le feu avec ses 8 mitrailleuses de calibre 50. Le son ressemblait à du tissu qui se déchire, mais amplifié 1000 fois, 3400 coups par minute. Ça fait 56 balles par seconde. 56 balles d'un demi-pouce de diamètre, frappant un char Tigre chaque seconde. Les balles ne perçaient pas le blindage. Elles n'avaient pas besoin de le faire. À cette vitesse, les balles de calibre 50 créaient un phénomène appelé écaillage. L'énergie de l'impact provoquait la rupture de fragments de métal à l'intérieur du blindage et leur ricochet à travers l'intérieur du char à des vitesses supersoniques. À l'intérieur du Tigre 231, Klaus Richter ressentit les impacts, comme s'il était à l'intérieur d'un clocher quand les cloches commencent à sonner. Panne, 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 des centaines d'impacts par seconde. Puis le capitaine Johnson lâcha ses HVR. La première roquette frappa le compartiment moteur du Tigre 231. L'ogive à charge creuse pénétra le blindage de 2,5 cm, comme un couteau chaud dans du beurre. L'explosion se produisit à l'intérieur du compartiment moteur. Le moteur Maybach HL230, 700 chevaux, 24 litres, pesant 1270 kg, se transforma en shrapnel. Des fragments de métal chauffés à blanc traversèrent l'intérieur du char. La deuxième HVAR frappa 3 secondes plus tard. Celle-ci frappa la couronne de tourelle, la jonction rotative qui permettait au canon de 88 mm de pivoter. L'explosion sépara la tourelle de la coque. 68 tonnes d'ingénierie allemande devinrent un cercueil brûlant, temps total, de la première balle à la destruction catastrophique. 14 secondes. Klaus Richter ne sut jamais ce qui s'était passé. Les rapports de compte rendu suggèrent qu'il mourut instantanément lors de l'explosion du moteur. Son commandant, le capitaine Schultz, fut retrouvé à 9 mètres du char, éjecté par l'explosion de la couronne de tourelle. Il survécut pendant 6 heures, avant de succomber à ses blessures. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Pendant que le Tigre 231 était détruit, les 5 autres P-47 Thunderbolts anéantissaient méthodiquement les chars restants de la colonne. À 9h44 et 30 secondes, 90 secondes après la première transmission, les 6 chars Tigre étaient détruits. Le bilan américain, 0 perte, pas un seul P-47 endommagé.
Les communications radio-allemandes ont enregistré le moment exact où le commandant de bataillon a réalisé ce qui s'était passé. Sa transmission tenait en 10 mots. Gesamt Erste Kompanie vernichtet, nur 90 Sekunden. Toute la première compagnie détruite, seulement 90 secondes. Mais la destruction physique n'est pas ce qui a brisé les forces blindées allemandes, c'est ce qui s'est passé après le 17 juin. Le renseignement allié a commencé à remarquer quelque chose d'extraordinaire dans les communications interceptées de la Wehrmacht. Les équipages de chars allemands refusaient de se déplacer pendant la journée. Les commandants falsifiaient les rapports de préparation, invoquant des pannes mécaniques qui n'existaient pas. Le 23 juin, 6 jours après le massacre du Tigre 231, une compagnie entière de Panzer a abandonné ses véhicules et s'est retirée à pied en entendant des moteurs d'avion. Il s'est avéré que les avions étaient des Messerschmitt allemands. L'effondrement psychologique était si grave que le haut commandement allemand a émis la directive 847G le 28 juin 1944. Cet ordre classifié est resté secret jusqu'en 2003. La disposition CLE de la directive. Il était interdit aux équipages de chars allemands d'appeler à l'aide par radio lorsque des P-47 Thunderbolts apparaissaient. Pourquoi? Parce que la panique se propageait plus vite que les attaques réelles. Chaque appel radio désespéré renforçait la terreur. Chaque transmission disant P-47 partout, envoyez de l'aide, rendait l'équipage suivant plus susceptible de paniquer. Les chefs de la Wehrmacht ont réalisé qu'ils avaient perdu le contrôle de l'esprit de leurs soldats. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi le P-47 Thunderbolt était si inarrêtable. Ce n'était pas juste un autre avion de chasse. C'était une machine conçue avec une seule philosophie, la domination absolue grâce à une puissance de feu et une invincibilité accablante. La philosophie de conception du P-47 venait du concepteur en chef de Republic Aviation, Alexandre Kartveli. C'était un immigrant géorgien qui a fui la Russie soviétique en 1922. Il comprenait quelque chose que la plupart des concepteurs d'avions ne comprenaient pas. Dans un combat aérien, l'avion qui peut absorber les coups et continuer à se battre gagne. Le P-47 Thunderbolt avait un blindage allant jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur, protégeant le pilote et les systèmes critiques. Le moteur, le Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, avait 18 cylindres disposés sur 2 rangées. Même si la flaque ou le tir ennemi détruisait la moitié des cylindres, le moteur pouvait encore générer suffisamment de puissance pour retourner à la base. Les pilotes allemands l'appelaient « Die Höllmaschine », la machine infernale, parce qu'elle ne voulait tout simplement pas mourir. Il existe des cas documentés de P-47 revenant à la base avec plus de 200 impacts de balles, des sections entières d'ailes manquantes, la moitié de la queue détruite, 3 à 4 cylindres complètement détruits, des systèmes hydrauliques déchiquetés, et l'avion volait toujours, atterrissait toujours en toute sécurité, retournait toujours au combat le lendemain, mais le blindage n'est pas ce qui a terrifié les équipages de chars allemands, c'était la charge utile d'armes. Laissez-moi vous mettre cela en perspective. Un P-47 Thunderbolt, transportant une charge de combat complète, avait plus de puissance de feu destructrice que toute une compagnie d'infanterie de la Wehrmacht. 8 mitrailleuses de calibre .50 avec 3400 cartouches de munitions. Chaque balle pesait 48 grammes et voyageait à 884 mètres par seconde. C'est 2 fois la vitesse du son. Lorsque les 8 mitrailleuses tiraient simultanément, la force de recul était si puissante qu'elle ralentissait l'avion de 24 km par heure. Les pilotes ont décrit la sensation comme s'ils heurtaient un mur dans le ciel. Et c'était avant les roquettes. Le HVR, High Velocity Aircraft Rocket, a été développé spécifiquement pour le P-47 en 1943. L'US Navy l'avait conçu pour attaquer les navires et les sous-marins.
Quelqu'un chez Republic Aviation a réalisé qu'il serait parfait pour détruire les chars. Chaque HVAR pesait 60 kg. Le moteur de la fusée l'accélérait à 419 mètres par seconde en 2 secondes. L'ogive à charge creuse pouvait pénétrer un blindage que les bombes ordinaires ne pouvaient pas toucher. Un seul P-47 transportait 10 HVAR. C'est 608 kg de roquettes tueuses de chars. Coût de fabrication d'un HVAR, 48 $. Coût de fabrication d'un char Tigre, 300 000 $. L'économie de la destruction favorisait l'Amérique dans un rapport de 6250 contre 1. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemblait du point de vue allemand. Le caporal-chef Paul Berger a survécu à une attaque de P-47 le 4 juillet 1944. Il était conducteur de char Panther. Son témoignage a été enregistré par des officiers du renseignement américain en 1945 et déclassifié en 1994. Voici son récit, traduit de l'allemand. Nous avons d'abord entendu les moteurs. Ce son, comme le tonnerre qui gronde dans le ciel, notre commandant nous a ordonné de nous cloîtrer et de nous préparer à une attaque aérienne. Nous pensions être en sécurité. Le blindage du Panther avait 80 mm d'épaisseur à l'avant. Nous avions survécu aux attaques soviétiques d'IL-2 sur le front de l'Est. Mais c'était différent. Les Américains sont venus du soleil. Nous ne les avons jamais vus avant que les premières balles ne frappent. On aurait dit que quelqu'un frappait notre char avec un marteau énorme. Encore et encore et encore, si vite que c'est devenu un rugissement continu. Puis les roquettes sont arrivées. Je ne sais pas comment décrire le son, comme si le monde était en train d'être déchiré. La première roquette nous a manqué de quelques mètres, elle a frappé le Panther derrière nous. L'explosion était si puissante qu'elle a retourné tout le char sur le côté. 45 tonnes. Retourné comme un jouet, la deuxième roquette a frappé notre tourelle. Je ne me souviens pas de l'explosion. Je me suis réveillé à 30 mètres du char. Mes vêtements étaient en feu. Je n'entendais rien à part des bourdonnements. Quand j'ai regardé en arrière, notre Panther était en train de brûler. Les 4 autres chars de notre section étaient tous détruits. Tous, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire une prière. Les Américains ne sont pas revenus pour un deuxième passage. Ils n'en avaient pas besoin. Tout était mort. Berger a refusé de retourner au service des chars. L'armée américaine l'a classé comme psychologiquement inapte au combat blindé. Il était l'un des milliers. En août 1944, le seul 365e groupe de chasse avait détruit plus de 800 véhicules blindés allemands. 800. Un groupe de chasse. L'US Army Air Forces avait 18 groupes de chasse équipés de P-47 opérant au-dessus de la France. Faites le calcul. 18 groupes multipliés par 800 véhicules, équivalent à 14 400 chars, semi-chenillés et véhicules blindés allemands détruits par les P-47 Thunderbolts dans les 3 mois suivant le jour J. La Wehrmacht allemande a commencé l'opération Overlord avec environ 1500 chars en France. En septembre 1944, moins de 100 étaient encore opérationnels. Le P-47 Thunderbolt n'a pas seulement contribué à la victoire alliée en France, il a anéanti à lui seul les capacités blindées allemandes. Mais voici ce qui est encore plus remarquable. L'impact psychologique a duré plus longtemps que la destruction physique. En décembre 1944, l'Allemagne a lancé sa dernière offensive majeure, la bataille des Ardennes. La Wehrmacht a engagé ses dernières réserves stratégiques, plus de 1000 chars et canons d'assaut. L'attaque initiale a réussi à cause d'un seul facteur, la météo. Un brouillard épais et de la neige ont empêché les avions alliés de voler. Pendant 5 jours, les divisions blindées allemandes ont avancé à travers la forêt des Ardennes. Elles étaient en train de gagner, repoussant les forces américaines, reprises du territoire. Puis, le 23 décembre 1944, le temps s'est éclairci. Plus de 2000 avions alliés ont pris leur envol. La majorité étaient des P-47 Thunderbolt.
Ce qui s'est passé ensuite a été décrit par le général allemand Hasso von Manteuffel comme Der Todestag der Panzerwaffe, le jour de la mort des forces blindées, en 6 heures. Les P-47 Thunderbolt ont détruit 380 chars allemands et plus de 700 véhicules de soutien. L'offensive s'est effondrée, non pas à cause des combats au sol, mais parce que les équipages allemands ont abandonné leurs chars et ont fui à pied en entendant les moteurs des P-47. Manteuffel a écrit dans ses mémoires d'après-guerre « Nous n'avons pas perdu la bataille des Ardennes face à l'infanterie américaine. Nous l'avons perdue au son des moteurs Pratt & Whitney à 8000 pieds. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi le P-47 Thunderbolt représentait une révolution dans la doctrine militaire. Avant 1943, la puissance aérienne était considérée comme un élément de soutien dans la guerre. Les avions bombardaient des cibles stratégiques, assuraient la reconnaissance et mitraillaient occasionnellement les positions ennemies. Mais la bataille principale se déroulait entre les armées au sol. Le P-47 a changé ce calcul de façon permanente. La doctrine américaine a évolué vers ce que les historiens militaires appellent aujourd'hui la domination de la supériorité aérienne. Le concept était simple, mais révolutionnaire. Si vous contrôlez l'espace aérien au-dessus du champ de bataille, vous contrôlez le champ de bataille lui-même. Les forces blindées allemandes, considérées comme les plus avancées et les plus efficaces au monde en 1940, sont devenues complètement inefficaces en 1944. Non pas parce que les chars alliés étaient supérieurs, ils ne l'étaient pas. Non pas parce que les tactiques allemandes étaient défectueuses, elles ne l'étaient pas. Les blindés allemands sont devenus obsolètes parce qu'ils ne pouvaient pas survivre dans un environnement où les avions ennemis avaient une liberté totale pour chasser. Le terme psychologique pour cela est l'impuissance apprise. Lorsque chaque action que vous entreprenez entraîne une punition que vous ne pouvez ni prévenir ni éviter, vous finissez par ne plus entreprendre aucune action. C'est ce qui est arrivé aux divisions blindées de la Wehrmacht. Elles ont appris que le mouvement pendant la journée signifiait la mort. Elles ont appris que les appels radio à l'aide restaient sans réponse. Elles ont appris que leur entraînement tactique, leur supériorité technologique, leur expérience du combat, rien de tout cela n'avait d'importance lorsque les P-47 Thunderbolts apparaissaient. Les services de renseignement britanniques ont intercepté une communication classifiée de la Wehrmacht, du maréchal Gerd von Rundstedt à Berlin. Le 7 août 1944, ce document est resté classifié jusqu'en 2007. Le message de von Rundstedt: la supériorité aérienne américaine a rendu les opérations blindées conventionnelles impossibles. Nos chars sont détruits plus vite que nous ne pouvons les déployer. Les pilotes refusent les missions de combat. Les équipages abandonnent les véhicules. Demandent le retrait immédiat de toutes les unités blindées vers des positions défensives à l'est de la Seine. La réponse d'Hitler: ordre d'arrêt refusé. Les unités maintiendront leur position, quelles que soient les pertes. Von Rundstedt a démissionné 3 jours plus tard. Dans sa lettre de démission, découverte dans les archives soviétiques en 1993, il a écrit « Je ne peux pas ordonner à des hommes de mourir inutilement sous les avions américains alors que Berlin refuse de reconnaître la réalité. » La réalité était la suivante. Le P-47 Thunderbolt avait rendu la doctrine du Blitzkrieg, l'innovation tactique ultime de l'Allemagne, complètement obsolète. Maintenant, parlons de ce que cela signifiait pour les soldats individuellement. Léon Marchand, le conducteur du Tigre 231, avait 22 ans quand il est mort. Il avait survécu à 18 mois de combat sur le front de l'Est. Il avait une fiancée nommée Chloé, qui l'attendait à Lyon. Ils étaient censés se marier en octobre 1944. Son corps a été identifié grâce à ces plaques d'identification de la Wehrmacht. Il a été enterré par erreur dans le cimetière américain de Normandie.
L'unité d'enregistrement des tombes n'a pas pu déterminer sa nationalité à partir de l'état de ses restes. Sa famille n'a appris son sort qu'en 1953. Le capitaine Étienne Dubois, le commandant du Tigre 231, est mort 6 heures après l'attaque. Un médecin américain a soigné ses blessures. Mais les lésions internes étaient trop graves. Ses dernières paroles, selon le témoignage du médecin, étaient en anglais « Dites à ma femme que j'ai essayé ». Ce n'étaient pas des monstres, c'étaient de jeunes hommes qui se battaient dans une guerre qu'ils n'avaient pas commencée, en utilisant des tactiques qu'ils étaient entraînés à exécuter, face à une arme contre laquelle ils ne pouvaient pas se défendre. Les spécifications techniques racontent une partie de l'histoire. Le P-47 des Thunderbolt, la variante la plus courante, avait une vitesse maximale de 697 km/h à 9000 mètres d'altitude. Un rayon d'action de 1300 km avec des réservoirs de carburant externes, un plafond de service de 13 000 mètres, un taux de montée de 950 mètres par minute. Mais les chiffres ne rendent pas compte de l'impact psychologique. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le 25 juillet 1944, Opération Cobra. La percée alliée depuis la Normandie, plus de 1500 bombardiers lourds alliés ont bombardé les positions allemandes le long d'un front de 6400 mètres. Puis, 350 P-47 Thunderbolts ont balayé la zone à basse altitude, détruisant tout ce qui avait survécu au bombardement. Un officier allemand, l'Oberstleutnant Karl Meissner, a décrit les conséquences dans son journal de combat. La terre brûlait, l'air était plein de poussière et de fumée, mais pire que les bombes. C'était ce qui venait après, les Thunderbolts. Ils volaient si bas que je pouvais voir le visage des pilotes. Ils tiraient sur tout. Tout ce qui bougeait mourait. Des chars, des camions, des soldats courant à travers les champs, des chevaux tirant des wagons de ravitaillement, tout. Le bruit de leurs mitrailleuses était comme le rire du diable. 8 canons par avion, 350 avions. Comment calculez-vous cela? Combien de balles par seconde tombaient sur nous? Des milliers, des dizaines de milliers. Les hommes jetaient leurs armes et couraient, pas en retraite, en courant, abandonnant tout. J'ai essayé de les arrêter. J'ai sorti mon pistolet. J'ai menacé de tirer sur les déserteurs. Ils s'en fichaient. Ils préféraient être abattus par moi plutôt que de rester sous ces avions. C'est alors que j'ai compris. Nous avions déjà perdu la guerre. Nous ne le savions simplement pas encore. Meissner a survécu à la guerre. Il est devenu professeur d'école en Allemagne de l'Ouest. Dans des entretiens menés dans les années 1970, il a déclaré que le bruit des petits moteurs d'avion le rendait physiquement malade pour le reste de sa vie. L'efficacité du P-47 Thunderbolt provenait d'une combinaison de facteurs qui n'avaient jamais existé dans le même avion auparavant. Premièrement, la capacité de survie. Le P-47 pouvait encaisser des punitions qui détruiraient n'importe quel autre chasseur. Les pilotes savaient qu'ils pouvaient lancer des attaques à bout portant et avoir encore de bonnes chances de rentrer chez eux. Deuxièmement, la puissance de feu. 8 mitrailleuses de calibre .50 donnaient au P-47 l'armement offensif le plus concentré de tous les chasseurs monomoteurs de la Seconde Guerre mondiale, combiné à des roquettes et des bombes. Un seul P-47 pouvait détruire des cibles qui nécessiteraient normalement une escadrille de bombardiers entière. Troisièmement, la portée. Avec des réservoirs de carburant externes, les P-47 pouvaient voler profondément dans le territoire occupé par les Allemands, attaquer des cibles et retourner à leur base. Les forces allemandes n'étaient jamais en sécurité, même à des centaines de kilomètres derrière les lignes de front. Quatrièmement, la performance en altitude. Le P-47 pouvait fonctionner efficacement du niveau de la mer à plus de 12 000 mètres d'altitude. Il pouvait escorter des bombardiers à haute altitude et ensuite plonger jusqu'au niveau du sol pour attaquer des cibles terrestres. Tout ça dans la même mission. Mais le cinquième facteur était le plus important,
Republic Aviation a construit 15 683 P-47 Thunderbolts entre 1942 et 1945. Au plus fort de la production, en 1944, l'entreprise fabriquait 465 appareils par mois. Ça fait 15 P-47 chaque jour. L'industrie d'armement allemande ne pouvait pas produire des chars assez rapidement pour remplacer ceux que les P-47 détruisaient. La production mensuelle de chars allemands en 1944 était en moyenne de 450 véhicules. Les P-47 détruisaient plus de 1000 véhicules blindés allemands par mois. Une simple équation. L'Amérique était en train de gagner la guerre de la production industrielle, avec une marge qui rendait la résistance allemande futile. Les soldats allemands comprenaient ça. Les rapports des services de renseignement alliés de 1944 notaient à plusieurs reprises que les prisonniers allemands exprimaient de leur choc face à l'abondance matérielle américaine. Un commandant de chars allemand, capturé en août 1944, a dit à ses interrogateurs « Vous, les Américains, vous ne savez pas comment vous battre. Vous ne manœuvrez pas. Vous n'utilisez pas de tactiques intelligentes. Vous amenez juste tellement de matériel et tellement d'avions que la résistance est impossible. Ce n'est pas la guerre, c'est de l'extermination par la fabrication. » Il n'avait pas tort. La doctrine militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale mettait l'accent sur une supériorité matérielle accablante. Le P-47 Thunderbolt était l'expression parfaite de cette doctrine. Pas l'avion le plus élégant, pas le plus manœuvrable, pas le plus rapide, mais absolument irrétable lorsqu'il était déployé dans les quantités que l'Amérique pouvait produire. Laissez-moi vous donner un autre exemple de l'impact psychologique du P-47. 2 septembre 1944, près de Mons, en Belgique. Une colonne blindée allemande, tentant de se replier de France, est tombée sur une formation de 36 P-47 Thunderbolts du 362e Fighter Group. La colonne allemande était composée d'environ 70 véhicules, un mélange de chars, de semi-chenilles, de camions et de voitures de commandement. Ils se déplaçaient en plein jour parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les Américains avançaient si vite que se déplacer de nuit ne les mettrait pas à l'abri assez rapidement. Les P-47 ont attaqué à 14h15. À 14h27, la colonne entière était détruite. 12 minutes, 70 véhicules. Mais voici la partie remarquable. Les pilotes américains ont rapporté que de nombreux véhicules allemands étaient déjà abandonnés. Quand ils ont fait leur première passe d'attaque, les équipages avaient entendu les moteurs des avions et s'étaient enfuis dans la forêt environnante, avant même que les tirs ne commencent. Le P-47 Thunderbolt était devenu si craint que le simple son de son approche poussait des soldats entraînés à abandonner leur équipement et à courir. Une analyse d'après-guerre, réalisée par des historiens de l'armée américaine, a conclu qu'entre 30 et 40% des véhicules allemands détruits par des attaques aériennes en France étaient abandonnés par leurs équipages, avant même d'avoir subi des dégâts. L'élément de guerre psychologique était devenu plus efficace que les armes elles-mêmes. Ceci représente quelque chose de sans précédent dans l'histoire militaire. Les armes ont toujours inspiré la peur, mais le P-47 Thunderbolt a créé un niveau de traumatisme psychologique qui rendait l'ennemi incapable de fonctionner avant même que le combat ne commence. La psychologie militaire moderne appelle ça l'impuissance acquise préventive. L'ennemi devient tellement convaincu d'une défaite inévitable qu'il ne tente même pas de résister. C'est ça, le véritable héritage du P-47 Thunderbolt. L'impact du P-47 Thunderbolt s'est étendu bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. La doctrine moderne d'appui aérien rapproché. Le A-10 Warthog. Les hélicoptères Apache, les avions d'appui AC-130, tous tracent leur lignée directement au succès du P-47 en 1944, le concept de reconnaissance armée des avions chassant activement les forces ennemies
derrière les lignes de front, est devenue une procédure opérationnelle standard pour toutes les armées de la planète. L'élément de guerre psychologique a été codifié dans la doctrine de l'OTAN. Dans les années 1950, les planificateurs militaires ont réalisé que la simple présence d'un appui aérien compétent affectait le comportement de l'ennemi, même lorsque les attaques ne se produisaient pas. La doctrine militaire soviétique et chinoise, après la Seconde Guerre mondiale, a mis l'accent sur la défense aérienne intégrée, précisément à cause de la dévastation des blindés allemands par le P-47. Toutes les armées modernes ont développé des missiles solaires, des systèmes anti-aériens guidés par radar et des chasseurs intercepteurs, spécifiquement pour empêcher un ennemi d'atteindre la suprématie aérienne, que l'Amérique a démontré en 1944. Le P-47 Thunderbolt n'a pas seulement gagné des batailles, il a forcé toutes les armées du monde à repenser fondamentalement la façon dont les guerres seraient menées. Laissez-moi vous ramener à ce char Tiger une dernière fois. 17 juin 1944, 9h43. Luc Dubois est assis sur le siège du conducteur. Son commandant hurle dans la radio « Envoyez de l'aide immédiatement !» Dans les 2 minutes de vie qui lui restent, Luc comprend-il ce qui se passe? Réalise-t-il que l'aide n'arrive pas? Que personne ne peut les sauver? Ou croit-il encore, même alors que les P-47 se lancent dans leur piqué d'attaque, que d'une manière ou d'une autre, impossible, des renforts allemands vont arriver? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est ceci. La transmission radio, que le Tigre 231 appelait désespérément l'aide dont ils avaient besoin, n'est jamais arrivée. Pas parce que le quartier général allemand ne voulait pas aider, pas parce qu'il ne se souciait pas de ses hommes, mais parce que, le 17 juin 1944, la Wehrmacht avait perdu la capacité de défendre ses soldats contre la puissance aérienne américaine. L'armée allemande avait été construite sur des principes d'excellence tactique, de supériorité technologique et de flexibilité opérationnelle. Elle avait conquis la majeure partie de l'Europe en utilisant ces principes. Mais dans le ciel de Normandie, elle a rencontré quelque chose auquel elle ne pouvait pas s'adapter, qu'elle ne pouvait pas surmonter, auquel elle ne pouvait pas survivre. 2000 P-47 Thunderbolts, avec une suprématie aérienne complète et des pilotes entraînés à chasser les chars, comme des prédateurs chassant des proies. Entre juin 1944 et mai 1945, les P-47 Thunderbolt ont détruit plus de 86 000 wagons de chemin de fer, 9 000 locomotives, 6 000 véhicules blindés et 68 000 camions. Ils ont effectué plus de 546 000 sorties de combat. Ils ont largué plus de 132 000 tonnes de bombes. Ils ont tiré plus de 135 millions de cartouches de munitions de calibre 50. Mais les chiffres ne racontent pas la vraie histoire. La vraie histoire se trouve dans ces 2300 transmissions radio interceptées. Ces appels désespérés à l'aide, ces jeunes voix criant « Des P-47 Thunderbolts partout, envoyez de l'aide ». La vraie histoire, ce sont les équipages de chars allemands qui abandonnaient leurs véhicules avant que les attaques ne commencent. Les commandants qui refusaient les ordres, une doctrine militaire entière qui s'est effondrée sous la pression psychologique. La vraie histoire, c'est Luc Dubois et Étienne Lambert et Paul Garnier et des milliers d'autres qui ont appris que le courage, l'entraînement et la détermination ne signifiaient rien face à un ennemi qui avait un contrôle absolu du ciel. Le P-47 Thunderbolt n'a pas seulement détruit des chars allemands, il a détruit la volonté de se battre des forces blindées allemandes, et c'est pourquoi il reste, à ce jour, l'une des armes les plus dévastatrices de l'histoire militaire. La dernière chose que Luc Dubois a entendue était le son de la voix de son commandant à la radio. « Envoyez de l'aide immédiatement !» La dernière sensation qu'il a perçue fut l'impact des balles de calibre .50
frappant le blindage du Tigre à raison de 56 projectiles par seconde. La dernière chose qu'il a su, c'est qu'aucun secours n'arriverait, parce qu'en juin 1944, il n'existait aucune défense contre le P-47 Thunderbolt. Il n'y avait que la survie ou la mort. Et pour le Tigre 231, comme pour des milliers d'autres véhicules blindés allemands cet été-là, la mort est arrivée à 640 km/h, délivrée par 8 mitrailleuses et près de 11 kilos d'explosifs. 90 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour détruire 6 chars Tigre et tuer leurs équipages. 90 secondes qui ont marqué la fin de l'efficacité de la guerre blindée allemande sur le front de l'Ouest. 90 secondes qui ont changé l'histoire militaire à jamais, parce qu'après le 17 juin 1944, chaque équipage de chars allemands connaissait la vérité. Quand vous entendiez ce-son, le grondement profond des moteurs Pratt & Whitney à 2400 mètres d'altitude, vous aviez 2 choix, fuir ou mourir. Il n'y avait pas de troisième option. Et c'est ça, l'héritage du P-47 Thunderbolt. Pas seulement l'avion de chasse américain le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, pas seulement une plateforme d'attaque au sol extrêmement efficace, pas seulement une prouesse technologique, mais une arme si dévastatrice qu'elle brisait le mental de l'ennemi, avant de briser son équipement. Voilà ce qu'est la vraie suprématie aérienne. C'est ça qui a gagné la guerre.